Voici la troisième partie du tutoriel inhérent à la construction de la machine learning. Ici, euh, nous allons construire ce qu'on appelle des variables décalées dans l'espace grâce à une matrice de contiguïté spatiale. Donc, nous avons vu que nous avons des communes et ce qu'on veut estimer, en fait, c'est la connectivité entre ces communes. Pour ce faire, nous avons besoin du package SPDEP. Alors pour le charger, c'est un peu compliqué, mais car si vous mettez dependencies égale true, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, avec la version actuelle du package et celle de R 3.03, je crois, il faut penser à charger les packages d'Eldir et Coda, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre shapefile, et ça on l'avait déjà vu, spécification du chemin, spécification des références géographiques. On va regarder vérification de l'intégrité. On est bien dans 16 communes, donc a priori tout va bien. Là, on a toutes les variables qui sont introduites. On a les 17, les 14 variables ici qui seront intégrées. 7 de défaveur sociale et 7 de contamination des compartiments environnementaux. Puis, on va séparer les idées des variables. Voilà, là, on n'a que les variables. Et je vais prendre une seule variable qui est le taux de la quantité d'azote dans l'air, donc en kilogrammes. C'est une quantité moyenne. Puis on va regarder un petit peu la distribution des valeurs. Voilà, on s'aperçoit qu'on a quelques valeurs fortes. Et généralement, on a un histogramme décalé vers la gauche. Puis avec les packages R Color Brower et classe intervalle, on va donc définir des couleurs pour la cartographie comme on avait vu dans le tutoriel précédent. Et enfin, on va plotter les valeurs de cette variable. Donc ça, on l'avait vu. Puis rajouter une légende, un ordre géographique. Donc la légende, on avait vu que c'était une combinaison de legend, locator et gsub. Le nord géographique, c'est Spatial Polygon Rescale combiné avec Layout North Arrow 2. Et enfin, pour l'échelle, c'est Spatial Polygon Rescale layout, combiné avec Layout Scale Bar. Voilà, ce qui donne à peu près ça. On va peut-être pas s'éterniser longtemps là-dessus, parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Mais voilà, on pense bien à mettre les sources. On fait de belles classes, un joli ordre géographique, une carte, etc. Donc on passe tout de suite au voisinage. Alors pour construire la matrice des poids en fonction de la connectivité des lieux, des interactions spatiales, il faut définir un schéma de voisinage. Donc dans le cadre d'une contiguïté spatiale, c'est-à-dire qu'on travaille sur des unités géographiques, il y a trois types de voisinage qui sont définis dans la littérature et qui ont été définis par Cliff et Ord en 1981. Ce sont les types de voisinage tour avec des déplacements. Donc on va compter le nombre de communes, par exemple, adjacentes à celle-ci, c'est-à-dire qu'il la touche directement, mais avec un déplacement nord, sud, est, ouest. Le voisinage fou, c'est le même que la tour, mais avec un décalage de 90 degrés. D'accord, donc là on navigue selon les diagonales. Ici le voisinage du type dame qui est dans toutes les directions. Donc pour en revenir, à R, on fait un choix. Donc là par exemple, je fais le choix de type queen et pour ce faire, j'utilise la fonction poly de NB. Et dans cette fonction poly de NB, je fais bien attention de spécifier le nom des communes et le type de voisinage que je veux. Je peux aussi faire
un voisinage de type tour. Le voilà. Quand on rajoute le summary derrière, on a un dénombrement. On s'aperçoit qu'ici, il y a deux communes qui seraient liées à qui seraient complètement déconnectés, ce qui ne correspond pas du tout avec, avec l'idée qu'on se fait, parce que l'évidence, c'est impossible d'avoir aucune commune qui serait connectée, en tout cas sur un voisinage d'âme, et on s'aperçoit que pour le voisinage d'âme, on a aussi deux régions qui ne sont pas connectées, et il n'y en a strictement aucune. Donc je rappelle que c'est le Luxembourg, c'est pas une île, donc on ne peut pas rater une petite unité géographique qu'on ne verrait pas, et donc les 116 communes sont bien injectées. Là, il y a donc un problème, on peut les identifier. Donc pour les identifier, on combine les fonctions attr et which, ainsi que card. Card compte dénombre le nombre de... Sur une matrice de contiguïté, dénombre les voisins. Which permet de chercher les unités spatiales ayant 0 voisin. Et attr, c'est une fonction pour lire l'objet schéma de voisinage. Et là-dedans, on peut récupérer une liste des communes avec les voisins. Là, je le fais, on s'aperçoit que les deux communes sont Kichpel et Tandel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je les afficherai après, je vous les montrerai après. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser la fonction de création de schéma de voisinage, tout simplement en spécifiant un buffer. Il est spécifié dans la fonction poly de NP grâce à la commande snap. L'idée là, c'est de créer une boucle et de chercher la valeur optimale de ce petit paramètre snap. Pour cela, donc pour créer la boucle, on utilise repeat. Ensuite, dans repeat, on répète la commande jusqu'à ce qu'on trouve le voisinage optimal. Le voisinage optimal, c'est le snap 0 qui est testé, pour lequel tout simplement le nombre de cardinaux, c'est-à-dire la quantité d'unités sans voisin, le nombre de cardinaux égal à 0, est exactement 0. Récupérer. Et là, on obtient un nouveau schéma de voisinage, là, avec à chaque fois donc 5 communes avec 2 voisins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu déjà regarder sur une cartographie ce que veulent dire ces variables, et en fait on s'aperçoit que les communes sans voisins, elles sont ici. Donc ça, c'est avec un schéma de type queen en rouge. Ici, on a le type tour. Et ici, on a le type queen corrigé, et on s'aperçoit que les deux communes, finalement, elles sont connectées juste en ayant épaissi le tour de ces unités géographiques. De la même façon, avec une boucle, donc en utilisant for et la commande barplot, on peut plotter donc la distribution spatiale, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de 0, et que finalement, ça altère faiblement, enfin qu'il y a quand même une différence. Enfin, ce qu'on peut faire sont ce qu'on appelle des voisinages d'ordre, et pour créer des voisinages d'ordre, c'est-à-dire qu'on va aller chercher d'abord les voisins d'ordre 1, puis à l'ordre 2, on va regarder les voisins des voisins de l'ordre 1, ainsi de suite, jusqu'à l'ordre k. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'à k égale 4. Voilà. Là, c'est la commande nbellag qui est utilisée. Puis on plotte encore les valeurs. Et là, on a les voisinages d'ordre. Donc l'ordre 1, c'est le queen corrigé. Et là, finalement, on a l'ordre 2 avec la quantité de voisins. De toute façon, les liens. Puis l'ordre 3, puis l'ordre 4. On s'aperçoit que du coup, on a beaucoup de connexions. La commande summary avec le schéma de voisinage permet de dénombrer
le nombre de communes associées au nombre de voisins, donc ça c'est pour k égale 4, ou alors de sommer l'intégralité en utilisant la commande nblag underscore cumul. La création de la matrice des poids, maintenant, c'est tout simplement l'utilisation de la commande nb2list nb2list w. Alors évidemment, avec le voisinage du type queen, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, la matrice des poids est inutilisable s'il y a des des objets sans voisins. Alors, il est très important de la standardiser pour faciliter le calcul de statistiques spatiales et surtout pour créer ce qu'on appelle pour créer nos variables décalées. Les indicateurs qui sont renvoyés sont n, le nombre de voisins, la dimension de la matrice, donc n croix n, S0, c'est la somme des poids excepté ceux de la diagonale. Si la matrice est standardisée, S0 vaut n, puisque la somme de chaque ligne vaut 1, vu qu'il y a n lignes, ça vaut n. S1, c'est une demi-fois la somme des poids sur chacune des parties de la matrice, triangulaire supérieur et triangulaire inférieur, LB au carré, ainsi que de la diagonale. Et enfin, S2, c'est la somme des poids en ligne, plus la somme des poids en colonne. Voilà tout ça. L'idée maintenant, ça consiste à faire ce qu'on appelle des tests globaux d'analyse de l'autocorrélation spatiale, histoire de voir si les critères de voisinage, histoire de bien spécifier le cas et surtout de bien spécifier le schéma. Donc on peut tester avec plusieurs schémas. Donc les techniques d'analyse de l'autocorrélation spatiale globale, eh bien, c'est avec l'indice de Moran ou de Giri. Lorsque on utilise ces statistiques pour faire des tests, on peut poser le test de la façon suivante. H0, l'hypothèse, c'est la distribution des valeurs est indépendante de la répartition spatiale. H1, il existe de l'autocorrélation spatiale. Donc on rejette H0 en fonction de la valeur de la statistique de test avec l'indice de Moran qui va de moins 1 à 1. La valeur 0, c'est absence d'autocorrélation spatiale. La valeur 1, ça veut dire qu'il y a une autocorrélation spatiale positive, ce qui implique que des valeurs fortes et des valeurs faibles, ou des valeurs faibles, pardon, sont agrégées dans l'espace de manière contigue. Et si elle est donc proche de moins 1, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une autocorrélation négative, c'est-à-dire qu'on a et des valeurs fortes et des valeurs faibles agrégées de la même façon, ce qui donne une espèce de structure en damier. La statistique de test de Moran, elle est ici. On s'aperçoit qu'on a donc une petite autocorrélation, puisque la valeur n'est pas très proche de 1, une petite autocorrélation qui est positive, puisque la p-value est inférieure à 0,05. Tout ça, ça veut dire que le test est posé comme je l'ai explicité, donc vous regarderez, c'est dans le code. Et finalement, donc, la conclusion, je l'ai donnée. On peut vérifier la robustesse de cette statistique en supposant que la loi n'est pas normale, mais qu'elle est qu'asymptotiquement normale avec une randomisation. On a exactement les mêmes valeurs à peu près pour la statistique, on arrive au même résultat, sauf que ici, la p-value, elle est en fait encore plus petite. Vérifier ça aussi, on peut encore vérifier, cette fois-ci on ne fait plus de suppositions sur la loi de probabilité, on calcule la statistique de test par bootstrap, avec une randomisation de type Monte Carlo, puis on peut calculer des indices comme la variance, la moyenne sur les résidus, plotter le graphique des résidus, donc on s'aperçoit qu'il est à peu près gaussien, et on peut utiliser aussi, avec la commande QQnorm, créer ce qu'on appelle un QQplot, et on arrive aux mêmes conjectures. Voilà, donc c'est à peu près asymptotiquement, les résidus sont gaussiens, on a extrait toute
toute l'information, a priori, des données. Bon, c'est à peu près, hein, puisque sur les valeurs extrêmes, on s'aperçoit que dans les queues de probabilité, c'est un peu moins certain. La statistique de Géry, c'est la même chose que celle de Morane, sauf qu'elle prend des valeurs différentes. Enfin, le calcul n'est pas le même. Elle a la valeur entre 0 et 3. Quand c'est inférieur à 1, il y a de l'autocorrélation spatiale. Quand c'est supérieur à 1, il y a une autocorrélation spatiale mais qui est négative. Et quand le C de Géry est égal à 1, il y a absence de corrélation spatiale. Donc, de la même façon, soit on randomise, soit on randomise pas, et on peut aussi faire un bootstrap. Je ne l'ai pas fait, mais cette fois-ci, on s'aperçoit que finalement, on est inférieur à 1, donc il y a une autocorrélation positive, et on tombe à peu près sur les mêmes choses, mais en revanche, on s'aperçoit que la p-value explose, et donc cette corrélation n'est pas certaine. En tout cas, à l'ordre 1, ce qu'on peut faire, c'est explorer donc ces corrélations spatiales à différents ordres par l'analyse des corrélogrammes. C'est la même chose, mais cette fois-ci, on considère des voisinages d'ordre k égale 1, comme on a fait, k égale 2, 3, 4. Donc je l'ai fait jusqu'à 9. Ce qu'il faut faire ici, et ce qu'il y a de très important, c'est surtout de bien spécifier le vecteur qu'on injecte, donc la variable, parce que la commande sp corrélogramme nous demande d'introduire ce qu'on appelle donc le type de voisinage, l'ordre max de voisinage, hein, ce que j'appelais NK, le fait qu'on randomise ou pas, là je l'ai fait, la statistique de test qu'on calcule, donc I pour le I de Morane ou C comme le C de Géry. Est-ce que la matrice des poids est standardisée ou pas? Donc ça, il faut le faire surtout dans le cas de continuité. Et ensuite, ensuite on peut checker le nom des individus pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ça, ça se fait dans la petite commande, et on peut ensuite afficher le corrélogramme. Mais avant de l'afficher, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement ici la significativité des p-values. On s'aperçoit qu'il n'y en a qu'une significative, et le I de Morane nous dit qu'il y a l'autocorrélation positive. L'autocorrélation positive, que c'est à peu près sûr à l'ordre 1. En tout cas pour cette variable, parce qu'il faudrait le faire pour chaque variable. On peut récupérer aussi exactement un autocorrélogramme de Géry. J'ai utilisé exactement les mêmes hypothèses. Je le plotte. Morane. Donc là, alors, quand est-ce que c'est statistiquement significatif? Eh bien, c'est très simple. C'est lorsque les outliers de la statistique n'interfèrent pas avec l'absence de corrélation. Et on s'aperçoit qu'ici, ça y est tout le temps, sauf au pas 1, avec la statistique de Géry. Voilà ce qu'on obtient. On obtient des p-values qui sont significatives ici, avec une valeur de 0,8. Ça veut dire qu'on aurait ici a priori de l'autocorrélation positive, mais cette fois-ci à l'ordre 2 pour le même voisinage, et là, quelque chose de supérieur à 1, donc de l'autocorrélation négative à l'ordre 8, et à l'ordre 9 et 6, peut-être quelque chose. Alors, on peut afficher aussi ce corrélogramme qui se lit, en somme, à l'envers. Donc voilà, ici de l'autocorrélation positive, puis ici elle serait négative, et là, il y a tellement un risque d'erreur énorme que c'est douteux. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle la variable décalée. La création de la variable décalée implique simplement de bien spécifier la matrice. Alors, bien spécifier la matrice, on utilise la commande asMatrix. On récupère x qui sont des données géographiques. On fait un petit arrobase et on fait data. Comme ça, on peut récupérer uniquement les variables. Puis pour les décaler, pour décaler les variables, on utilise la commande lag.listW dans laquelle on spécifie la matrice des poids et les variables qu'on veut décaler spatialement. Pour les exporter, on utilise la commande writeTable
c'est dans un fichier qui est sur le bureau. Et là, il suffit simplement de faire une tabulation CTRL-S et c'est prêt à être ouvert dans Excel. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire une cartographie donc, de la variable décalée. J'ai repris exactement le même code, mais j'utilise, au lieu d'utiliser xi, j'utilise xprime, et on s'aperçoit que là, par contre, la distribution a changé, les valeurs ont changé, et les cartographies aussi ne sont plus les mêmes. Si on les met à côté, voici le graphique de la distribution spatiale de la variable d'origine. Celui de la variable décalée. Donc les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, la distribution elle non plus n'est pas la même. Et je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est sur la cartographie. Voilà, donc là, la variable qui n'est pas décalée et la variable décalée dans l'espace. On s'aperçoit que celle-ci, qui est particulièrement contaminée, n'est plus dans les valeurs les plus fortes, mais ce sont celles d'à côté qui sont finalement, qui semblaient moins touchées, et qui, en raison de la connectivité des lieux, peuvent sembler plus touchées dans un processus de diffusion. Et il faut remarquer que lorsqu'on suggère un processus de diffusion spatiale, donc là c'est le cas de la contamination des compartiments environnementaux, dans ce cas, il est impératif de standardiser la matrice des poids. Voilà. Ce sont vraiment... on a vraiment des choses radicalement différentes avec la même technique de discrétisation. Bien sûr, je n'ai pas fait des classes d'amplitude égale puisque ça n'a pas lieu d'être. Toutes les valeurs sont différentes.